Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger des exercices sur le chapitre des calculs géométriques de niveau seconde bac pro. Alors, qu'est-ce que les calculs géométriques? C'est tout simplement le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Donc, au cours de cette vidéo, vous verrez à la fois les énoncés et les corrections. Je vous encourage pour l'entraînement à prendre les énoncés, essayer de faire les exercices et à regarder la correction dans un second temps uniquement. L'idée étant bien sûr de comprendre les différentes méthodes pour pouvoir les appliquer ensuite sur n'importe quel problème. Donc on va tout de suite commencer cette séance de correction avec le premier exercice de série d'exercices sur les calculs géométriques, qui est un exercice tout simple. On a un triangle ABC rectangle en C, on a AC égale 15 et BC égale 20, on veut calculer AB. Donc ça, c'est un exemple typique du théorème de Pythagore. Donc, vous voyez sur la petite vignette de correction pour la partie basse de l'écran, on fait un petit schéma au brouillon pour s'aider, comme je l'ai fait en haut à droite. Et après, on applique le théorème de Pythagore, puisqu'on est dans un triangle rectangle. On écrit l'égalité de Pythagore, on remplace les segments et les longueurs qu'on connaît par les valeurs numériques. Et on fait les calculs, au final on trouve AB égale 25. Le second exercice, c'est un peu la même chose. On a le triangle qui est donné, on ne connaît pas l'hypoténuse. Donc encore une fois, c'est le théorème de Pythagore qui nous permettra d'obtenir la réponse. Donc on dit qu'on utilise le théorème de Pythagore, on déroule le calcul et on trouve IJ égale 55 à la fin. Ensuite, on continue avec l'exercice 3 qui est encore une fois de l'application du théorème de Pythagore pour trouver à nouveau l'hypoténuse. Donc pour la première question, vous avez déjà le corrigé affiché, on devait trouver AB égale 156. Vous avez le calcul qui est indiqué, et pour les questions suivantes, que voici, on pouvait refaire la même chose, on était sur le même genre de triangle, donc on n'était pas obligé de tout remarquer, on mettait deux mêmes, et après on déroule le calcul, et on trouve 60 pour AC dans la question 2, et environ 14,14 pour la question 3. Alors l'exercice 4, il ressemblait au précédent. On est toujours dans un triangle DF rectangle en D, donc on a toujours le triangle rectangle, et on a la valeur de ED et de EF. Ce qui change, c'est que cette fois-ci, EF c'est l'hypoténuse, et du coup la valeur qu'on cherche, DF en l'occurrence, c'est pas l'hypoténuse. Donc il faut bien penser, déjà écrire l'égalité de Pythagore c'est une première étape, mais ensuite la transformer, et on se retrouve avec une formule où on a l'hypoténuse au carré moins l'autre côté au carré, donc l'autre côté que l'on connaît. Et cette formule-là, une fois qu'on l'applique, nous permet d'arriver, comme on l'a fait dans tous les exercices précédents, à trouver le résultat que l'on cherche. En l'occurrence ici, on trouve à la fin DF égale 60. Cette méthode et cette façon d'utiliser le théorème de Pythagore, on va la mettre en pratique avec l'exercice 5. On a une série de 3 calculs où, encore une fois, on ne connaît pas l'un des deux côtés de l'angle droit. Par contre, on connaît l'hypoténuse. Donc encore une fois, on doit transformer l'égalité de Pythagore, AC carré est égal à AB carré plus BC carré, en une autre égalité pour obtenir le côté que l'on cherche. Donc vous avez la correction, à vous de voir, à vous de vous entrer dessus. Donc là pour les deux premiers, et maintenant pour la troisième question. Donc à chaque fois, la méthode est toujours la même. Une fois que vous avez compris le principe, ça devient un automatisme. C'est quelque chose que vous êtes amené à utiliser tout le temps. Et on va terminer avec cette petite série sur le théorème de Pythagore, avec l'exercice 6, où encore une fois, on ne connaît pas l'un des deux côtés de l'angle droit. Donc encore une fois, on doit transformer l'égalité de Pythagore, donc le théorème de Pythagore qu'on utilise au début. On écrit égalité de Pythagore, et ensuite on la transforme pour chercher en l'occurrence RT, ici, qui vaut 36. Alors, il y a une dernière façon d'utiliser le théorème de Pythagore, et c'est ce qu'on va commencer à voir dans l'exercice 7. Les triangles suivants sont-ils rectangles? Alors, ça,
pour le savoir, le théorème de Pythagore va nous être bien utile. Prenez bien l'énoncé, gardez-le bien sous les yeux, parce que là, on voit la correction. Et gardez toujours l'énoncé en tête. On vous donnait des longueurs pour tous les côtés du triangle, mais on ne vous disait pas si le triangle était rectangle. Donc la première chose à faire, c'est de calculer le plus grand côté élevé au carré. En l'occurrence, pour la question 1, c'est AC le plus grand des trois. Donc on élève au carré, on trouve 289. Et ensuite de calculer la somme élevée au carré des deux autres côtés. Donc c'est-à-dire BC au carré plus AB au carré. Donc 15 au carré plus 8 au carré, on trouve 289. Là, on a l'égalité 289 égale 289. Donc on peut dire que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Et donc l'écrire, AC carré est égal à BC carré plus AB carré. Et ensuite dire, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC rectangle en B. C'est dans cet ordre-là qu'on doit faire. On ne suppose pas, on ne met pas AC carré égale BC carré plus AB carré dès le départ. Ça n'aurait aucun sens. On vérifie d'abord que l'égalité est vraie avant de l'écrire. Pour le deuxième, même chose, on calcule le plus grand des trois côtés élevé au carré, donc MP au carré, donc c'est-à-dire 29 au carré, on trouve 841, et on calcule la somme des deux autres côtés élevés au carré, donc MN carré plus NP au carré. 20 au carré plus 22 au carré, on trouve 884, et là, dans cette situation-là, l'égalité de Pythagore n'est donc pas vérifiée, et donc on en conclut que le triangle n'est pas un triangle rectangle. C'est vraiment, dans l'ordre là, il est vraiment crucial de ne pas écrire l'égalité d'emblée tant qu'on ne l'a pas prouvé par le calcul. Donc on va appliquer cette méthode avec l'exercice 8. On a à déterminer si le triangle que l'on nous présente est rectangle. Ben là, pareil, on calcule dans un premier temps le plus grand des trois côtés, c'est-à-dire HO élevé au carré. Ensuite, la somme des deux autres côtés élevés au carré. On trouve dans les deux cas 722 500, et donc là on en déduit que l'égalité de Pythagore est vérifiée, et donc on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Je précise bien une chose, quand on utilise la réciproque du théorème de Pythagore, on utilise bien la réciproque du théorème de Pythagore. On n'utilise pas la réciproque de Pythagore, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc voilà pour les petits exercices sur le théorème de Pythagore. On va maintenant passer au théorème de Thalès avec l'exercice 9. Donc l'exercice 9, il est très court. On a juste deux questions, calculer AC et MN. Et on a une configuration de Thalès qui est donnée. On nous précise que BC est parallèle à MN. On nous donne les valeurs de AB, de AM, de BC et de AN. Prenez bien l'énoncé sous les yeux, soit capture d'écran, soit avec le polycopier, et on regarde maintenant la correction. Donc dans un premier temps, on vérifie que les points sont alignés, donc on l'énonce sur la figure, ça se voit bien, puisqu'on est sur des triangles, donc ils sont forcément alignés, mais il faut le dire. Donc AN et C sont alignés, AM et B sont alignés. On a bien BC parallèle à MN, donc à ce moment-là, on peut appliquer le théorème de Thalès. On a fait les vérifications, donc on écrit les égalités de Thalès, donc AN sur AC est égal à AM sur AB est égal à MN sur BC. Toujours le petit sur les grands ou les grands sur les petits. Vous faites comme vous voulez, mais si vous commencez avec petit sur grand, il faut faire petit sur grand partout, et si vous faites grand sur petit, il faut faire grand sur petit partout. Donc une fois qu'on a cette égalité, on peut ensuite résoudre l'exercice en utilisant le produit en croix et en prenant les égalités qui nous intéressent. Donc pour AC, je prends AN sur AC est égal à AM sur AB. Je transforme avec le produit en croix, j'ai donc AC est égal à AN fois AB divisé par AM. Je fais le calcul en remplaçant AN, AB et AM par leurs valeurs et j'obtiens AC égale 10. Je fais la même chose pour calculer MN. Donc cette fois-ci, je prends AM divisé par AB est égal à MN divisé par BC, produit en croix, remplacé par les valeurs, calcul, MN égale 20. On a terminé l'exercice. Et donc on peut passer à l'exercice 10, qui est un exercice d'application du théorème de Thalès. Puisqu'on a la situation de Thalès qui est présentée,
avec 3 questions pour 3 calculs à chaque fois pour trouver RS et OS. Donc ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, comme d'habitude prenez bien l'énoncé sous les yeux, donc dans un premier temps on va faire une réponse globale pour les 3 questions, c'est-à-dire bien établir l'égalité de Thalès avec le théorème de Thalès, en vérifiant bien les conditions, et ensuite, dans un deuxième temps, faire les calculs demandés, donc de RS et OS, dans chacun des 3 cas qui sont présentés. Donc vous avez tous les calculs qui sont apparus. Maintenant, à charge pour vous de vérifier que vous avez les bonnes réponses ou de vous entraîner à les faire pour obtenir les mêmes réponses que ce que je vous présente dans la correction. Un dernier exercice d'application avant les problèmes avec l'exercice 11. Donc encore une fois, on a une configuration de Thalès, il y a 2 longueurs que l'on ne connaît pas. Donc on va appliquer la méthode que l'on a vue dans les 2 exercices précédents, donc qui est une méthode pour appliquer le théorème de Thalès. Donc on vérifie bien que les points sont alignés, donc en l'occurrence KL et I et KM et J. On a IJ parallèle à LM, c'est donné dans l'énoncé. Donc à partir de là, on peut dérouler ce qu'on a vu. Donc on vérifie les conditions, on applique le théorème de Thalès, on a l'égalité de Thalès et on calcule les 2 longueurs qui nous manquent. Donc après, c'est vraiment des automatismes, hein, toujours la même chose. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer au problème. Le problème, ça va être un petit peu plus délicat et on va revoir ça tout de suite. Alors pour l'exercice 12 que voici, on est face à un problème classique du théorème de Thalès. C'est tout simplement calculer la hauteur d'un arbre à partir de mesures simples. Donc on a une situation où on a un bâton planté dans le sol. On a également l'ombre du bâton qu'on peut facilement mesurer et l'ombre de l'arbre qu'on peut facilement mesurer aussi. La seule chose qu'on ne peut pas facilement mesurer, c'est la hauteur de l'arbre. Donc on a ici une image qui va nous permettre de mieux comprendre le problème, qu'on va prendre en un peu plus grand. Parce que vous allez voir que là, dessiné sur l'image qu'on a, ça va bien nous simplifier la vie. Donc la première chose à faire, ça va être de transformer ce dessin en un schéma qui correspondra au théorème de Thalès. Et à partir du schéma, on va pouvoir trouver des figures géométriques, et à partir de ces figures géométriques, on va pouvoir avancer et apporter des réponses. Alors, on n'attend pas une figure précise, c'est pas demandé, on veut juste calculer la hauteur de l'arbre. Donc on va pouvoir se permettre de faire les choses à main levée. Donc la première chose qu'on va repérer, c'est une figure dans laquelle va s'inscrire l'arbre, le bâton et le sol. Donc on a le sol, ça c'est assez facile. L'arbre aussi. Et le bâton, il va falloir que le sommet du bâton passe comme ceci, pour qu'on ait les points alignés. Donc on peut nommer les points. Ça nous permettra de faire les calculs de façon plus facile. Alors les noms n'importe peu, hein. Vous leur donnez le nom que vous voulez, ça n'a aucune importance. L'aide que vous voulez, peu importe, c'est simplement pour simplifier la vie. Donc maintenant qu'on a fait ça, il y a les différentes mesures. Mesures qui sont données dans l'énoncé, il va falloir les reporter. Parce que le but c'est quand même de les exploiter après, donc tant qu'à faire, autant bien les repérer. Alors, l'ombre du bâton, 1m85, donc l'ombre du bâton, ça correspondrait à EA. Donc ça, on le marque dans un coin. Ensuite, l'ombre de l'arbre. L'ombre de l'arbre, a priori, on va être sur même idée. L'ombre de l'arbre, ça correspondrait
à du BA. Là, on aurait 12,75. La hauteur du bâton, c'est DE. Et ça, DE, c'est marqué aussi. Le bâton, il fait 1,45 m. Donc là, on a 3 valeurs. C'est suffisant pour appliquer le théorème de Thalès. Maintenant, il faut bien prouver les choses. Alors, on a évidemment A, D et C alignés. On a aussi A, E et B alignés. Alors ça, on n'a pas forcément besoin, enfin je dirais même, il n'y a pas besoin de les expliquer puisqu'on l'a tracé sur le schéma, on a tracé des lignes droites, donc voilà, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, même si on a resté schématique, on a fait à main levée, on aurait fait une belle figure avec une règle et tout, ça aurait été pareil, hein, on aurait eu les points alignés. Par construction, c'est aligné dans la réalité. Donc maintenant, les deux choses qui restent, c'est l'arbre, donc CB, et le bâton DE. Alors, ils sont tous les deux plantés dans le sol de la même façon. Donc, voilà, ils sont tous les deux perpendiculaires au sol, donc ils sont parallèles. Là encore, si on demandait de justifier, ce que je viens de vous dire à l'oral suffirait largement. Là, c'est pas forcément la logique de l'exercice, on veut juste calculer la hauteur de l'arbre. Donc on a les 3 éléments pour appliquer le théorème de Thalès. Donc on lance la machine. D'après le théorème de Thalès, alors qu'est-ce qu'on a ? On peut écrire les 3 rapports, on peut aussi se contenter d'écrire les 2 qui nous intéressent. Alors les 2 qui nous intéressent, ça va être DE sur CB et AE sur AB. Pourquoi ils nous intéressent ? Parce que tout simplement, ici, là, on n'a aucune information d'aucune sorte sur les mesures, donc on peut un peu laisser tomber cette droite-là, ne nous apportera rien pour notre problème. Donc là, petit sur grand, j'aurais pu faire grand sur petit, ça change absolument rien. L'essentiel, c'est toujours de rester, toujours d'avoir les petits sur les grands ou les grands sur les petits, mais pas de faire un mix entre les deux. Donc j'ai bien DE, c'est le petit sur CB, le grand, et AE, le petit sur le grand AB. Donc là, il n'y a pas de problème. La hauteur de l'arbre, c'est CB. Donc là, avec mon produit en croix, vous commencez à connaître, ce sera du DE fois AB divisé par AE. Et là, j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs que j'ai relevées au préalable. C'était là tout l'intérêt de schématiser et de mettre des lettres. J'ai juste à remplacer par les bonnes valeurs et à faire mon calcul. Et je trouverai 9,9932, donc je vais arrondir à 10 mètres. Donc voilà. Le problème là n'était pas dur, c'était vraiment appliquer le théorème de Thalès sur une situation simple. Il fallait y penser, il fallait pas hésiter à transformer le dessin en un schéma ou carrément en une figure faite à la règle si vous préférez, simplement pour bien situer les choses. On pouvait aussi en maîtrisant faire le calcul direct, mais c'était quand même un peu plus dur. Donc voilà pour le 12e exercice. Maintenant on va passer au 13e exercice qui, lui, est carrément le gros problème. Donc,
problème long avec beaucoup de questions de cette fiche d'exercice. Donc dans le problème, on doit assembler 2 pièces de bois. On a une rainure dans laquelle on peut insérer un ténon en forme de trapèze et on veut connaître la surface de contact entre les 2 pièces en bois, donc comme indiqué ici, à partir du schéma issu d'une documentation professionnelle avec des cotes en millimètres. Donc là, on a notre schéma. On nous dit que pour l'ensemble de l'exercice, les résultats seront arrondis à l'unité. C'est-à-dire que tout calcul engendrera forcément des résultats qui devront être arrondis à l'unité. La première question, tracer la perpendiculaire à EF en B. Donc on a EF ici, on a B ici. On prend une équerre, on la positionne et on trace notre perpendiculaire comme ceci. Et là, on aura notre angle droit. Donc ça, pour la première question, facile. Nommer R le point d'intersection des deux droites. Bon, voilà encore, on a une perpendiculaire, on a EF, l'intersection s'appelle R, on le met, et c'est tout. Et rien de plus compliqué. Ensuite, question 3 et question 4, on est sur un début de raisonnement, un début de calcul. Alors, première chose, la particularité du triangle BER. Donc, du triangle ici, BER. On a un angle droit, c'est donc un triangle rectangle. Et logiquement, dans le triangle BER, calculer ER, triangle rectangle, théorème de Pythagore, on aura donc ceci. Donc BER, triangle rectangle en R. Ensuite, d'après le théorème de Pythagore, BE au carré égale BR carré plus ER carré. On cherche ER, donc on transforme. ER carré égale BE carré moins BR carré. ER égale racine de B au carré moins BR au carré. ER est donc égal à racine de 35 au carré moins 25 au carré. Ce qui nous donne, quand on arrondit, bien entendu à l'unité comme spécifié dans l'énoncé, 24 mm. Alors, avec la calculatrice, on obtenait 24,4948, etc. Donc, on arrondit en dessous, puisqu'on a du virgule 4, donc arrondi en dessous. Ensuite, on continue avec notre question 5, tracer la perpendiculaire à EF en C. Donc là, c'est le même genre de question, mais avec l'autre partie. Donc là, on refait pareil. On prend notre équerre, on trace la perpendiculaire, comme ceci. Nommez T le point d'intersection des deux droites. Encore une fois, c'est pas une question difficile. La question 7, sachant que CF égale 29 mm, calculer TF, encore une fois, on est dans un triangle rectangle, donc encore une fois, théorème de Pythagore. On va un peu plus vite puisqu'on commence à connaître. Alors, comme c'était pas demandé juste avant, on doit bien spécifier que le triangle CTF est un triangle rectangle en T. Ensuite, on déroule le théorème de Pythagore, l'égalité de Pythagore, on transforme tout ça et on obtient à la fin TF égale 14,69, 69, etc. Donc on arrondit à l'unité à 15 mm. Les 3 dernières questions sont beaucoup plus faciles, si tant est que les questions précédentes pouvaient être qualifiées de dures, ce qui n'était pas vraiment le cas. Déduire des questions précédentes la longueur EF. Donc EF ici. On a calculé ER, on a calculé TF, on a RT qui vaut ici 50 mm. Bien EF, c'est tout simplement la somme, 24 plus 50 plus 15, 89 mm. Ensuite, calculer la somme des mesures des longueurs des segments AB, BE, EF, FC et CD. Donc on a AB ici qui vaut 50. BE ici, qui est indiqué dans l'énoncé 35 mm. Ensuite, EF, qu'on a calculé en question 8. Ensuite, FC ici, qui est indiqué dans l'énoncé 29 mm. Et enfin, CD ici, qui est indiqué sur le schéma 60 mm.
Donc la somme, 50 plus 35 plus 89 plus 29 plus 60, 263 mm. Question 10, sachant que les pièces sont larges de 80 cm, calculer la surface de contact. Donc là, ça équivaut à un rectangle avec une longueur de 263 mm, une largeur de 80 cm. Donc longueur fois largeur donnera la surface. Alors, on met bien dans la même unité. Donc là, ici, le 800, c'est tout simplement 80 cm converti en millimètres. Donc 263 fois 800 donnera 210 400 mm². On ne nous précise pas l'unité, donc on ne s'embête pas, on laisse l'unité telle qu'elle est, donc des millimètres carrés, ça fera l'affaire. Une phrase de conclusion, la surface de contact sera de 210 400 mm², et on a fini, tout simplement. On a répondu à la problématique qui était indiquée ici pour la surface de contact. Donc voilà pour ce problème qui était long à vue d'œil, mais qui en fait ne présentait pas de questions difficiles. Il fallait vraiment se laisser guider. On avait vraiment le guide avec l'enchaînement des questions qui ne laissait aucun doute quant aux réponses à donner. Donc voilà. Le même problème aurait pu être en version un petit peu plus délicate. On vous aurait simplement dit calculer la surface de contact, point. Et là, du coup, c'est vous qui aurez dû faire tout le raisonnement qui était indiqué dans les questions. Là, vous aviez la version facile avec les questions détaillées, donc il suffisait de suivre. Il nous reste un dernier exercice qui est un défi, particulièrement délicat. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il va bien falloir réfléchir, et il porte bien son nom, c'est un défi. On a 4 propriétés situées respectivement en A, B, C et D, dans un terrain rectangulaire, comme sur le schéma, avec un puits au point P. Les 4 propriétaires décident de se raccorder à ce puits, et le propriétaire en D ne connaît pas la distance qui le sépare du puits. Donc la distance d'EP, on ne la connaît pas. Pouvez-vous l'aider, sachant que AP égale 320 mètres, BP égale 1120 mètres et CP égale 1260 mètres. Donc en fait, on connaît ça, on connaît celui-là, on connaît ça, et on cherche ça. Donc la grosse question, c'est DP vaut combien? Donc maintenant, comment on va faire ça? C'est là où ça va se corser. Et c'est là où cet exercice porte bien son nom, à savoir défi. Il va falloir trouver des astuces géométriques pour arriver à trouver la longueur d'épée. Donc comment on va pouvoir faire ça? Bien, a priori, on connaît AP, BP et CP, mais on ne repère pas de figure particulière là-dedans. Donc comment on va pouvoir faire ça? Là est toute la question. Il va falloir raisonner avec des inconnus, avec des astuces géométriques. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de se ramener dans des situations qu'on peut connaître. On n'a pas de triangle rectangle, on n'a pas de situation de Thalès. Par contre, on pourrait en créer. Comment? On pourrait créer des triangles rectangles simplement en découpant notre grand rectangle en 4 plus petits rectangles. Et le découpage, il se ferait en passant par le point P. Donc là, on fait apparaître déjà des triangles rectangles. Est-ce que ça va nous permettre d'avancer? Il y a des chances. Après, il va falloir voir comment. Et il va falloir mener un raisonnement qui va se révéler quand même assez délicat. Il va bien falloir s'accrocher. Donc la première chose que je vais faire, c'est nommer tous ces nouveaux segments qu'on a fait apparaître. Donc tout ce qui est actuellement en vert, je vais leur donner des noms. Je vais chercher leur longueur. Donc je vais utiliser des inconnus. Alors je sais que les inconnus, généralement, vous n'aimez pas ça, mais pour ce défi, il n'y a pas le choix, il va falloir en passer par là.
Voilà, là j'ai fait apparaître, en mettant des couleurs, les différentes longueurs dont j'utilise des inconnus pour les représenter et qui va nous permettre d'avancer. Donc maintenant, il va falloir qu'on établisse les égalités de Pythagore qui s'appliquent dans chacun des triangles rectangles qu'on a fait apparaître. Bon, celui-là et celui-là, c'est les mêmes, donc il n'y a pas forcément besoin de les faire apparaître deux fois. Même chose pour ça et ça, même chose pour celui-là et celui-là, et même chose pour ça et ça. Donc en fait, on va avoir besoin simplement de 4 égalités de Pythagore. Donc là, on a les 4 qui nous intéressent. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est dp. Donc là, pour trouver dp, il va falloir réussir à trouver une façon d'exprimer le x carré et le v carré avec des valeurs que l'on connaît. Donc avec uniquement ap, pb et pc. Éventuellement élevé au carré si besoin. Donc il va falloir réussir à transformer tous les autres de façon à arriver à x carré égale quelque chose, v carré égale quelque chose. Et ensuite exprimer dp au carré égale quelque chose avec des valeurs que l'on connaît qui sont données. Donc ça va demander pas mal de réflexion, pas mal de transformations, et là il faut faire appel aux notions vues avec les équations. Alors au niveau des transformations, je vais commencer par chercher x carré. Donc x carré, je vais le trouver dans cette expression-là. Donc je marque que x carré, ça sera égal à pc carré moins z au carré. J'ai juste transformé l'expression ici. Donc là, j'ai le z carré que je ne connais pas. Donc je vais l'exprimer en partant de cette expression-là. Donc là, du coup, ça sera pb au carré, ce coup-ci, moins y au carré. J'ai y carré, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais prendre la dernière expression qui me reste, c'est-à-dire celle-ci, pour exprimer mon y. Donc là, du coup, ça sera du ap carré moins v carré. Les trois là, je les regroupe. J'aurai donc x carré est égal à pc au carré moins pb au carré plus y carré. Alors, simplement, hein, les signes ici changent puisque je remplace ce z carré par son expression, donc par tout ça. Donc le moins que j'ai là se remet sur le moins pb au carré, moins y carré donnera mon plus. Donc j'ai réuni les deux premières, maintenant je vais prendre la dernière et remplacer donc le y carré par ceci. Là, beaucoup plus simple, il n'y a pas de problème de signe. Ça nous donnera du x carré est égal à pc carré moins pb au carré plus ap au carré moins v au carré. Bon, là j'ai toujours un v carré, donc peut-être falloir que j'essaye de m'en débarrasser. Je vais déjà voir ce que ça donne en remplaçant le x carré ici par toute cette expression et voir ce que je vais faire des v carrés après. Donc, je remplace dans mon dp au carré. Je remplace donc le x carré par la valeur, donc par toute cette grosse expression qu'on vient d'établir. Donc ça donnera du pc carré moins pb carré plus ap au carré moins v au carré plus v au carré. Le plus v au carré, c'est tout simplement celui qui reste là. Donc je se disais, là, le v carré, il me gêne, je sais pas trop quoi en faire. Mais par chance, on a moins v carré plus v carré. Donc comme quoi tout s'arrange, ça, on peut les rayer. Donc on aura juste dp carré est égal à pc carré moins pb carré plus ap au carré. Ça tombe bien, c'est des valeurs que l'on connaît. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le calcul, ce qui va nous permettre de répondre à cette petite énigme. Donc pour calculer mon dp, je
mais la racine, donc ce sera racine de PC au carré moins PB au carré plus AP au carré. Je remplace tout ce beau monde par leur valeur. Ça me donnera donc d'une racine de 1260 au carré moins 1120 au carré plus 320 au carré. Et ça, je prends ma calculette, je fais le calcul, je trouve 660, c'est en mètres, et donc j'ai répondu à la question. Le quatrième propriétaire se trouve à 660 mètres du puits. Voilà pour ce dernier exercice qui était vraiment, pour le coup, un exercice très difficile. Pas par les notions, puisque c'est juste du théorème de Pythagore avec des triangles rectangles, donc rien de compliqué en termes de notions, mais très compliqué en termes de raisonnement. Il fallait trouver la bonne idée, la bonne astuce pour arriver à répondre à ce problème. C'est pour ça que ça s'appelait un défi. Je ne vous cache pas que ce genre d'exercice, si vous arrivez à le faire, ça veut dire que vous avez merveilleusement bien compris la géométrie. Si ça vous pose problème, essayez simplement d'en comprendre la logique, de voir ce qu'on peut faire avec les notions de géométrie, mais ne paniquez pas pour autant, c'est pas le genre de choses qu'on va vous demander très souvent. Il faut savoir que c'est possible, vous êtes en mesure, vous avez les connaissances et les capacités pour le faire. Après, en termes de raisonnement, on est quand même sur un niveau de difficulté très très élevé. Bien plus élevé que ce qu'on demanderait dans une évaluation notamment. Donc voilà pour cette série d'exercices qui était assez longue sur les calculs géométriques, donc principalement théorème de Pythagore et théorème de Thalès. Si vous avez réussi à faire la plupart des exercices, vous avez maîtrisé le chapitre. Sinon, peut-être le bosser encore un petit peu. La grosse majorité des exercices jusqu'au 13 inclus sont des exercices qui sont largement à votre portée. Le 14, comme je viens de vous le montrer, c'est vraiment un défi où on pousse le raisonnement très loin. C'est vraiment pour ceux d'entre vous qui maîtrisent à la perfection les calculs géométriques. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.